Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Football, on jouait ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. Le petit poussé du département Chambourcy affrontait le Red Star, pensionnaire de National. Malgré leurs efforts, les Yvinois ont perdu 6-0. Le résumé du match dans ce magazine. Golf, la Golfers 2021 était organisée la semaine dernière sur les greens du golf de Saint-Jean-Manlé. Les 16 meilleures équipes dames ont participé à ces championnats de France de première division. Reportage à suivre. Voile, Louis Burton a décidé de tester son nouveau bateau Bureau Vallée 3 sur la Transat Jacques Vabre. L'Yvinois partira le 7 novembre avec son ami Davy Baudard pour cette course transatlantique en duo. Coup de projecteur dans ce 7-8 Sport. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. En football, on jouait donc ce week-end le 5e tour de la Coupe de France. Le petit poussé du département Chambourcy affrontait le Red Star pensionnaire de National. Malgré leurs efforts, les Yvinois n'ont pas réussi à remporter la victoire face à une équipe qui évolue 8 divisions au-dessus. Reportage. Plus de 300 supporters autour du terrain, les sponsors sur les maillots, le parfum de la Coupe de France flottait ce dimanche 17 octobre sur Chambourcy. Les pensionnaires de 3e division de district recevaient le Red Star Club de National pour une rencontre de gala. Les espoirs de qualification se sont envolés rapidement au bout de 20 secondes de jeu. Les visiteurs ouvrent la marque 1-0. Les 8 divisions d'écart se font ressentir. Les joueurs d'Habib Bey accélèrent pour marquer 2, puis 3, puis 4, puis 5 buts en première période. 5-0 à la mi-temps. Je pense qu'on était un peu stressé. On s'est pris un but au bout de 30 secondes de jeu. Après, on s'est un petit peu libéré, mais bon, on a fait une première période stressée, j'ai envie de dire. Sur les 10 premières minutes, on reste quand même dans le match. Mais après, c'est la différence de niveau tout simplement. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus propre, il y a très peu de déchets. Donc le résultat est normal, j'ai envie de dire. En deuxième période, remobilisés à la pause par leur entraîneur, les Yvinois tiennent tête aux pensionnaires de National. Ils encaissent seulement un but en 45 minutes. Le match se termine sur le score de 6-0 pour les visiteurs. C'est une belle victoire. Le plus important, c'est qu'on puisse avoir une fête ici à Chambourcy. J'avais échangé avec Mehdi avant le match, l'entraîneur de Chambourcy. Donc voilà, je pense que la fête a eu lieu. Les gens sont contents d'avoir vu un beau match de football. Franchement, belle fête, super match. C'était vraiment quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. On a tous kiffé, je pense. Malgré le score, malgré la défaite, mais au-delà de ça, franchement, c'était vraiment incroyable. Malgré la défaite, ce 5e tour restera le plus beau parcours en Coupe de France de l'histoire du club de Chambourcy. Une belle épopée selon les spectateurs venus assister au match, parmi eux des anciennes gloires du Paris Saint-Germain. Cette équipe de Chambourcy a montré des belles valeurs, les valeurs de la région et s'incliner contre le Red Star qui est une équipe de National, je pense que c'est enrichissant. Une expérience enrichissante qui pourrait servir au club dans les prochaines semaines dans le championnat de 3e division de district. Les joueurs ont désormais un objectif en tête, une montée en fin de saison. On va continuer à parler de la Coupe de France de football avec Bichente Merian Santisteban qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors, avant de passer aux autres résultats sportifs du week-end dans les Yvelines, combien de clubs yvinois sont encore qualifiés en Coupe de France ? Est-ce qu'il en reste ? Il n'y en aura plus que 3, Mickaël. Il s'agira de Poissy, Versailles et Château. Exactement, il n'en restera peut-être qu'un. 3 victoires obtenues avec la Marinière en revanche. Poissy d'abord l'a emporté 3-0 contre Sainte-Geneviève, club de National 2 comme les Pissaquais. Pour Versailles et Château, le tarif était de 4 buts à rien. 4-0 sur la pelouse de Cachan pour les Versaillais. Même score à domicile pour Château contre Fontenay-sous-Bois. Le week-end n'a pas souri en revanche pour Ardricourt, Trappes et Conflans, tous défaits sur le fil, soit par un but, soit lors de la terrible épreuve des pénaltys. Alors ça jouait aussi du côté des Cougars de Montigny-Bretonneux, c'était du baseball, ils étaient en déplacement à La Rochelle. Oui, une victoire et une défaite pour les baseballeurs inimontains dans ce second tour des playdowns. Ce week-end, c'était les 2 premières rencontres d'une série de 5 matchs face aux Boucaniers de La Rochelle, des matchs pour décider de qui prendra la 5e place du classement. La journée avait bien commencé avec une première victoire 7-1 face aux Boucaniers. En revanche, le second match n'a pas souri aux Cougars, une défaite au terme d'une rencontre accrochée 6-5. La fin de la série se jouera à Montigny les 23 et 24 octobre pour 3 matchs décisifs. On passe maintenant au rugby. Et décidément, plaisir n'y arrive pas en Fédéral 2. Une défaite 35-29 face à Courbevoie, la 3e de suite pour les Plaisirois. À la 10e position, ils tenteront de rebondir à domicile dimanche prochain face à Daumont.
Du handball maintenant et on commence avec les féminines de Montigny-le-Bretonneux qui jouaient la 5e journée en National 2. Oui, il y a une défaite de justesse pour les Inimontaines en territoire breton. Le score 28-27 contre Tollet-Carantec, des concurrentes directes pour la montée. Montigny redescend à la 5e place de cette poule de National 2. Au prochain match, elles se rendront une nouvelle fois en Bretagne à Lanester, club qui se trouve à égalité de points avec les Vertes de Montigny, 11 points donc au compteur. Côté masculin en National 3, 2 défaites pour les Yvelinois. Pourtant leader avant cette 5e journée, le club de Houille-Vézinay-Carrière s'est incliné à domicile contre le Paris SC. Leur première défaite de la saison, le score 19-23. Même déception pour Plaisir-les-Clés, défaite 35-30 contre Falaise. Le HLVC est 4e, mais à égalité avec les 3 premiers. Plaisir-les-Clés est à la 7e position. Ce samedi en basket, Trappes va mieux. Oui, après sa défaite la semaine dernière à Levallois, Trappes signe une nouvelle démonstration dans la poule G de National 3. Une victoire 81-59 à la maison contre Marly-le-Roi. Les Trappistes sont 3e à 1 point de la tête. Les Marlychois sont derniers en revanche et en grande difficulté dans cette division avec que des défaites à leur actif. Dans la poule F, une 5e défaite en 5 matchs aussi pour l'entente Le Chesnay-Versailles 70-58 sur le parquet de Tours. Merci à Bichente pour toutes ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine. On va maintenant parler des Jeux Olympiques 2024. Après le Vélodrome national le mois dernier, c'était au tour d'Elancourt d'accueillir la délégation de la tournée des drapeaux 2024 ce samedi 16 octobre. Les 3 étendards officiels ont été présentés sur le stade Guy Boniface en compagnie de Thierry Rey, ancien champion olympique de judo, mais aussi de sportifs élancourtois, Quentin Lafargue, champion de France de cyclisme, Maïva Amadou, championne du monde de boxe, et Cécile Saboureau, athlète handisport, une cérémonie pour célébrer l'esprit olympique. Cet événement était organisé à l'occasion du premier Elancourt Champions Trail, un parcours original de 13 km qui passait par le futur site olympique de la colline d'Elancourt et s'achevait par un passage à travers le parc France Miniature. Un reportage de Grégory Canalé et Bichente Merian Santisteban. Le parcours est très bien digne d'un trail, donc c'est sympa. Ce samedi 16 octobre, plus de 600 courageux ont pris le départ du premier Elancourt Champions Trail, un tracé composé à 95% de chemin naturel. Belle course, belle montée qui casse bien les pattes et content d'être arrivé et la bière fait du bien à l'arrivée. Et la fin dans France Miniature est magnifique. Ouais, magnifique. Le France Miniature, franchement, c'était top. Hein. Outre l'arrivée dans le parc France Miniature, l'autre point fort du parcours était sa dimension olympique. C'était l'originalité du parcours qui était organisé aujourd'hui. C'était de gravir la colline qui demain, en 2024, accueillera effectivement l'épreuve VTT. Et c'était aussi l'occasion de passer par France Miniature, qui est un site touristique et puis historique, parce qu'on voit toute la France pour les participants. Donc c'était l'originalité du parcours. Les 3 passages à travers la célèbre colline n'étaient pas les seules difficultés du parcours, même pour les vainqueurs du jour. C'était pas facile. Je pensais qu'après la colline ça irait mieux et en fait la montée pour rentrer jusqu'ici a été finalement difficile aussi. La colline d'Elancourt, c'est un coin où je m'entraîne souvent. D'habitude, je viens faire plusieurs dizaines de montées. Donc là, 3 montées, c'est passé assez vite. Mais c'était vraiment sympa comme parcours. Fort de ce succès auprès des coureurs, l'Elancourt Champions Trail devrait être reconduit. Reste à savoir si cela sera avant ou après les Jeux Olympiques, des travaux devant commencer avant l'année prochaine sur la colline. On va maintenant parler à cyclisme. Le parcours du Tour de France 2022 a été dévoilé la semaine dernière et grosse surprise, la grande boucle ne s'élancera pas des Yvelines pour la 21e et dernière étape, mais des Hauts-de-Seine. Une convention entre l'organisateur et le département des Yvelines a pourtant été signée en ce sens en 2019. Explication. Grosse déception, après Rambouillet en 2019, Mantes en 2020 et Chatou en 2021, le Tour de France ne partira pas cette année des Yvelines. Il s'élancera de Paris-La Défense Arena dans les Hauts-de-Seine. La surprise est d'autant plus grande que le département avait signé une convention en 2019 avec ASO, l'organisateur du Tour de France. Cet accord devait faire des Yvelines le département départ de la 21e étape jusqu'en 2023. Selon nos confrères de l'Écho-Républicain citant le responsable presse du Tour de France, cette option a été validée par le Conseil départemental des Yvelines en mettant en avant le rapprochement Yvelines et Hauts-de-Seine. Le département de son côté ne s'est pas exprimé. Maigre consolation, si l'étape ne partira pas des Yvelines, elle y passera tout de même. On devrait connaître les détails du parcours en début d'année prochaine. En 2023, la dernière étape de la grande boucle devrait partir du Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines.
Du golf à présent, la Golfers 2021 était organisée la semaine dernière sur les greens du golf de Saint-Germain-en-Laye. Les meilleures équipes dames ont participé à ces championnats de France de première division. Reportage. Du suspense, des larmes, un temps splendide, tous les ingrédients étaient réunis sur cette Golfers 2021 Saint-Germain-en-Laye. Ces championnats de France amateurs de première division dames étaient organisés du 13 au 17 octobre sur les greens dessinés par l'architecte de golf Harry Colt. C'est la 7e fois que le site accueille l'épreuve. Le parcours de Saint-Germain s'adapte parfaitement au jeu féminin. Il est un petit peu trop court pour les grands joueurs, éventuellement de Gounouillou. Mais nous serons toujours favorables à recevoir ce trophée à Saint-Germain. Cette 87e édition a attiré 16 des meilleures équipes de France, dont des clubs yvelinois comme le Racing Club de France, Saint-Germain-en-Laye ou encore Saint-Nom-la-Bretèche. C'est un événement qu'on attend toutes à chaque fois parce que c'est une compétition par équipe. Et jouer pour son club et avec son club, c'est toujours génial. En plus, le fait de jouer à Saint-Germain cette année, il y a encore plus de monde qui peut venir nous suivre, donc c'est assez particulier. Ouais. Après 5 jours de compétition, c'est finalement Saint-Nom-la-Bretèche qui remporte l'épreuve en battant Toulouse en finale. Son dernier succès remontait à 2002. Au total, le club yvelinois remportait la Golfers pour la 19e fois de son histoire. C'est une surprise cette année parce qu'on a quand même une équipe relativement faible par rapport aux autres. Et au final, on a su s'accrocher, on a adopté une bonne stratégie qu'on respecte depuis le début de la semaine. Le club remettra son titre en jeu l'année prochaine avec un objectif, ramener une nouvelle fois la coupe à la maison. On passe maintenant à notre coup de projecteur. Chaque semaine, TV78 vous propose un zoom sur un club sportif ou un sportif. Aujourd'hui, nous sommes allés à Paris pour rencontrer Louis Burton lors de la présentation officielle de la Transat Jacques Vabre. Le skipper yvelinois prendra le départ le 7 novembre prochain depuis Le Havre. Coup de projecteur. Nous sommes à la Maison de la Radio à Paris. Aujourd'hui, conférence de presse pour la 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Cette course en duo reliera Le Havre à la Martinique et un Yvelinois participera à la compétition. C'est Louis Burton, le Rampolitain. Avant de rencontrer Louis Burton, je suis aux côtés de Francis Le Goff, le directeur de course. Francis, est-ce que tout est prêt à quelques semaines du départ ? Oui, maintenant tout est pratiquement prêt. Il y a encore quelques qualifications à faire. Parce qu'avant de pouvoir concourir à la Transat Jacques Vabre, il faut que le duo se qualifie et puisse faire 1000 milles nautiques ensemble, avec le bateau qui va courir. Donc il y a encore quelques équipages à qui manque cette qualification, mais ça ne saurait tarder. Et puis au Havre, comme en Martinique, les infrastructures sont prêtes, les parcours ont été dévoilés. Donc voilà, c'est avec impatience maintenant qu'on attend l'arrivée des bateaux au Havre le 28 à 15h, dernier carat, et puis ce fameux grand départ, 13h30 le dimanche 7 novembre. Justement, vous le disiez, la Martinique cette année, pourquoi ? Ça a été une évidence tellement ils ont montré de motivation. C'est une candidature spontanée, poussée par un certain nombre de skippers. Et puis Damien de Longueville qui représente le groupe GBH, mais aussi le syndicat de tourisme de Martinique qui ont vraiment montré énormément de motivation pour nous accueillir. Et il nous appartenait alors de garder les traceurs, les marqueurs de cette Transat Jacques Vabre. C'est pour ça que vous avez 3 grands parcours différents. Et qu'est-ce que ça change pour vous en tant que directeur de course ? Au final, ça change rien du tout. Voilà, on n'aura pas à parler portugais, c'est vraiment ça, c'est ça qui change. Parce que pour le reste, les marqueurs sont là et on a la même attention aux marins qu'on a à Salvador de Bahia ou à Martinique. 15e édition de la Transat Jacques Vabre. Tout simplement, est-ce que vous sentez que l'événement monte en puissance d'année en année ? Peut-être qu'il y a plus d'engouement peut-être autour de cet événement ? Oui, elle a 15 ans maintenant, elle est bien inscrite
voilà, dans le calendrier des courses au large. Cette nouvelle direction a su aussi insuffler beaucoup de projets autour de la Transat qui, à mon sens, la rend encore plus attractive. Évidemment, il y a le plateau sportif, il y a les bateaux, il y a le parcours, mais il y a tout ce qu'elle engage aux côtés du point de vue environnemental, sociétal, d'inclusion. J'en veux pour preuve cette initiative fabuleuse de Cap pour elle et d'offrir la possibilité à 2 jeunes femmes de courir cette Transat Jacques Vabre. Voilà, c'est ça aussi qui l'amène aujourd'hui à ce niveau. On a 80 bateaux au départ cette année, un record ? C'est un record absolu. C'est 80 bateaux, c'est aussi 160 marins dont il faut se préoccuper. Voilà, avec 4 belles classes. J'imagine que les premiers jours de course vont être très très intenses, tel le plateau est élevé. En tant que directeur de course, est-ce que vous avez peut-être des astuces, je ne sais pas, pour remporter la victoire ? Non, j'en ai aucune et je m'interdis bien d'en avoir. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'il faudra partir très vite pour déjouer les pièges de la Manche. Et puis après, c'est toujours pareil, il y a l'aspect sportif, mais il ne faut pas oublier qu'on évolue dans un milieu maritime et qu'à un moment donné, la prise de conscience du marin au regard de la météo et des conditions font aussi la différence, savoir passer d'un mode très performance à un mode plutôt de marin, de gestionnaire de la situation. C'est sûrement une des clés pour remporter la Transat Jacques Vabre. Chez TV78, on suit un marin en particulier, un skipper en particulier, c'est Louis Burton. Est-ce qu'il pourrait soulever cette coupe dans quelques semaines ? Bah oui, au regard de ce qu'il a produit au Vendée Globe notamment. Il a aujourd'hui un bateau super puissant, très performant. Et puis on connaît le marin. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très engagé dans ses courses et il fait évidemment partie des favoris. C'est sa 6e édition sur cette Transat Jacques Vabre. Est-ce que l'expérience va peut-être jouer en sa faveur ? Oui, alors là par contre il y a beaucoup de gens expérimentés. C'est plutôt voilà la forme actuelle du marin, sa manière d'aborder la course qui peut plus faire la différence que l'expérience en elle-même, parce que ça, pour le coup, beaucoup d'entre eux l'ont. Merci à Francis Le Goff et on va tout de suite rencontrer à Louis Burton. Louis Burton est enfin à mes côtés. Bonjour Louis. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir une nouvelle fois sur TV78. Alors avant de parler de cette Transat Jacques Vabre, on va regarder tout de suite ce reportage qui parle de ta carrière Louis. À 36 ans, Louis Burton a connu une carrière riche, naviguant entre les échecs et les succès. En 2010, le skipper de Rambouillet participe à sa première route du Rhum sur Bureau-Vallée avant de tenter l'année suivante une Transat Jacques Vabre avec son frère Nelson où il termine 7e. C'est en 2012 qu'il participe à son premier Vendée Globe pour sa première expérience. Il percute un chalutier en mer quelques jours après le départ. On ne peut pas dire qu'on pense terminer la course parce qu'il y a une dimension aventure, donc une entreprise dont la fin n'est pas certaine sur le Vendée Globe. Il y a à peu près 50% de la flotte qui abandonne chaque édition, c'est un peu la statistique. Après des Transats Jacques Vabre et des routes du Rhum prometteuses avec des top 5, en 2016, Louis Burton repart pour un deuxième Vendée Globe, ses aléas et ses moments uniques. Une baleine sans rire quoi. Aussi proche. Cette fois-ci, le skipper a appris de ses erreurs. Il arrive en 7e position au Sable d'Olonne. Arrivé au Sable, oui, en 87 jours, à 7e place avec ce bateau d'une dizaine d'années, c'est vraiment dans la partie haute des objectifs. En 2020, Louis Burton débute son 3e Vendée Globe à bord de Bureau-Vallée. Après quelques frayeurs sur la première partie de course, il répare son bateau sur l'île Macquarie au sud de l'Australie. Système 3 pour 1 en tête de mât pour remplacer le hook. J'espère que vous apprécierez aussi. Puis plus bas, un tout nouveau rail de grand voile. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la givée et on va allumer pour rentrer au sable. Après une magnifique remontée, Louis Burton termine 3e du Vendée Globe 2020 après 80 jours de course. C'est une grande joie pour moi, une grande satisfaction et puis personnellement une grande fierté parce qu'il a fallu aller la chercher du début à la fin, cette place.
Aujourd'hui, le skipper vise encore plus haut pour remporter sa première victoire sur le Vendée Globe en 2024. L'Yvelinois partira avec un nouveau bateau plus performant dernière génération, baptisé Bureau Vallée 3. Alors Louis, une carrière très riche, on l'a vu dans le reportage. Merci, c'est vrai que ça a démarré en 2010 et ça s'est enchaîné sans vraiment qu'il y ait de pause depuis. Donc ça fait pas mal de transats, ça fait mon 3e Vendée Globe qui s'est terminé cette année et puis toutes les courses d'avant-saison. Donc mine de rien, ça fait un paquet de milles, un paquet d'aventures en mer depuis ces 11 dernières années. Est-ce que tu as un souvenir en particulier qui te revient à l'esprit ? C'est plusieurs éléments marquants, mais les premiers bords sur l'eau gamin, ensuite le perfectionnement en régate à Saint-Quentin en Yvelines, et puis tout ça qui ensuite arrive sur une première route du Rhum en 2010, et puis le Vendée Globe sur un podium là cette année en 2021. C'est voilà plein d'étapes comme ça fortes dans ma vie. Oui, justement, cette 3e place sur ce Vendée Globe, est-ce que c'est un peu l'apothéose pour l'instant ou pas encore ? C'est sûr que c'est vraiment un peu nos Jeux Olympiques à nous. C'est une des épreuves les plus difficiles au monde en termes de course au large. Et monter sur le podium, c'est mon plus beau résultat aujourd'hui. Et donc voilà, j'en suis très fier et j'en suis fier pour toute l'équipe. Et puis ça a donné aussi l'opportunité de partir sur un cycle de 5 ans, un nouveau cycle de 5 ans avec mes partenaires. Alors la Transat Jacques Vabre, c'est pas forcément une course facile, hein. Vous êtes en duo. Est-ce que ce que tu as vécu lors du Vendée Globe va te servir sur cette Transat Jacques Vabre, à ton avis ? Déjà, le fait de partir sur une Jacques Vabre après un Vendée Globe, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. On a du coup l'impression que le format Transat va être très court et donc va passer très vite, puisque la dernière fois qu'on était en mer, c'était pour 3 mois. Et puis on est en double, hein. Donc on peut attaquer comme on le fait quand on est tout seul sur un Vendée et en même temps se reposer. Donc oui, l'expérience du Vendée Globe va servir pour ça. Et puis c'est une épreuve qui est sur le même parcours que le début du Vendée Globe. Donc on a encore en tête tout ce début de parcours, c'était l'Alizé, le passage du Poteau Noir qu'on va devoir passer 2 fois cette année. Du coup, c'est un sprint, contrairement au Vendée Globe. Comment ça se gère justement ? Est-ce qu'il faut être plus rapide peut-être dès le début ? Comment ça se gère tout simplement ? Ça se gère en étant au taquet du début à la fin. C'est sûr qu'il y a le passage en Manche où il faut faire attention. Il y a beaucoup de monde, on passe le long de côte, du courant, on passe à côté des rails de cargo, etc. Et puis ensuite, on arrive dans le golfe de Gascogne. C'est la période des premières dépressions hivernales à ce moment-là. Donc on sait qu'on a en général 2 ou 3 passages de front où il faut faire attention parce qu'on peut vraiment exploser nos bateaux. Et puis ensuite, derrière, en théorie, si l'Alizé est assez bien installée, ça déroule jusqu'au Poteau Noir. Quels sont tes objectifs justement sur cette course ? On a entendu tout à l'heure lors de la présentation peut-être un podium. Est-ce que ça sera le cas ? On vise un top 5 avec Davy. On a le bateau pour cette année. On aura quand même pu naviguer pas mal avec. On a nos sponsors, dont Bureau Vallée en tête, qui nous permettent de faire un nouveau jeu de voile, qui nous permettent de vraiment préparer notre bateau. Donc on vise un top 5 et on rêve secrètement de monter sur le podium. Ouais. Justement, ce Bureau Vallée 3, ce nouveau bateau que tu as eu récemment, comment tu l'appréhendes justement ? Tu as déjà fait quelques courses récemment. Est-ce qu'il est bien ? Tout simplement, est-ce qu'il répond à tes attentes ? Ouais, le nouveau Bureau Vallée est très rapide, il est très aérien aussi, avec une carène qui est beaucoup plus planante que l'ancien bateau, et donc on va plus vite, on a des foils qui sont beaucoup plus grands, donc on a un avant très spatulé, ça nous permet de tenir des vitesses moyennes plus élevées, donc voilà, ça se règle pas de la même manière, mais il y a un potentiel qui est vraiment supérieur. Est-ce que tu penses que tu seras prêt dès cette Transat Jacques Vabre avec ce bateau, ou il faudra encore un petit peu de temps, parce qu'on sait que ton objectif c'est le prochain Vendée Globe forcément ? Oui, il faut un peu plus de temps, là c'est sûr qu'on va être encore en phase de découverte de ce nouveau Bureau Vallée, donc il va falloir qu'on se concentre énormément. On a en face de nous des gens qui sont très performants, qui connaissent par cœur leur machine, donc voilà, il va falloir qu'on donne beaucoup avec Davy pour arriver à concurrencer. Alors tu as maintenant beaucoup d'expérience sur la Transat Jacques Vabre, je crois que c'est ta 6e participation si je ne me trompe pas. 6e participation, tu es parti avec ton frère, tu es parti avec ta femme, là c'est avec un ami, on peut le dire, avec qui tu es déjà parti en 2019. Ouais, on est déjà parti ensemble avec Davy en 2019. C'est un ami, ça c'est sûr, depuis très longtemps, mais c'est aussi un grand champion puisqu'il a gagné énormément de courses dans toute sa carrière. Et puis c'est quelqu'un qui a une grande compétence dans le développement technique des bateaux et donc on est assez complémentaires sur ces aspects-là.
Et ça se passe très bien sur l'eau, on se complète avant la course et sur l'eau on fait tout ensemble, on n'a pas besoin de se parler très longtemps pour se comprendre, donc voilà, et on a tous les deux envie d'aller très vite et de tirer le meilleur profit de ce nouveau Bureau Vallée. Alors Davy Baudard nous a rejoint. Alors Davy, super cette course à 2 avec Louis Burton, c'est ce que tu ressens tout simplement? Super, je dirais plutôt excitant, génial. En fait, super, c'est encore un petit peu léger, mais non, moi j'ai beaucoup d'excitation et d'envie de partir sur cette course. Déjà parce qu'avec Louis, ça marche super et le bateau est génial en fait. Enfin, c'est un super bateau, nouvelle génération. Beaucoup de potentiel et il y a de très belles choses à faire avec cet engin de guerre. Alors vous avez fait quelques courses ensemble récemment avec Louis. Comment ça se travaille justement cette Transat Jacques Vabre à 2? Eh bien, c'est même plus qu'à 2, c'est tout un team qui travaille au quotidien pour le bateau. Nous, on est la partie émergée de l'iceberg, on est les navigants, mais le bateau, ce sont des Formule 1, donc il y a un travail énorme en amont qui est fait pour fiabiliser, pour préparer, pour performer. Donc nous, on va essayer de conduire la machine du mieux possible. Louis m'a dit il y a quelques instants que vous étiez complémentaires. Est-ce que c'est le cas? Je ne vais pas crédisanier avant la course, mais est-ce que c'est le cas? C'est vrai, moi je fais plus à manger que lui, c'est vrai. Non, on est complémentaires. Moi je suis assez technique de ma formation, de mon passé. Louis a une bonne gestion de la météo, de la stratégie de course. Après, on touche tous les deux à tous les domaines. Vraiment, la grande force, c'est qu'on s'entend vraiment très bien et qu'on prend beaucoup de plaisir sur l'eau. Louis Burton partira le 7 novembre prochain depuis le port du Havre. Le départ sera donné à 13h30, direction la Martinique. On termine par un rendez-vous football. Le PSG qui s'entraîne ici dans les Yvelines va affronter l'Olympique de Marseille ce dimanche soir au Vélodrome. Un match avec une saveur particulière puisque les deux équipes sont sur le podium de Ligue 1. On écoute Juan Bernat, le joueur du Paris Saint-Germain. Grégory Canalé et Nicolas Dandry l'ont interviewé à la sortie du Parc des Princes vendredi soir. Avant le match contre Marseille, nous avons un match très important contre Leipzig en Ligue des Champions. Nous serons à la maison et nous devons obtenir les 3 points pour continuer à être les leaders de notre groupe en Champions League. Et puis après, nous verrons pour Marseille. Je crois que l'équipe est préparée. On aura nos internationaux qui, pour certains, sont rentrés aujourd'hui de leur match en Amérique du Sud. Dès dimanche, nous allons nous préparer pour toute la semaine, qui est une semaine très importante, avec des matchs importants pour nous. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur TV 78.